Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Institut des Libertés. Pour cette émission, on fait la troisième. On a décidé au final que ça allait s'appeler le délit d'opinion. Donc que je présente avec Charles Gave. Bonjour. Donc je lui pose des questions plus ou moins en rapport avec l'actualité, c'est le but principal. Et Charles me dit ce qu'il en pense. Donc, première question, enfin premier thème plus ou moins. Trump, apparemment, serait suspendu ad vitam aeternam de Facebook. C'est un coup très dur pour Facebook. Parce que quand Trump est quelque part, en général, il y a des tas de gens qui vont soit pour l'engueuler, soit pour le féliciter. Et là, c'est admirable de voir une société capitaliste qui cherche à faire des profits et qui, dans le fond, vire son meilleur créateur d'audience, quoi. Ça prouve à quel point il y a toute une partie de l'opinion américaine qu'on peut classer parmi, comme disent les Américains, les woke. Vous savez, tous ces gens qui pensent que le monde est bon, qui ne savent pas que l'histoire est tragique, qui n'ont aucune connaissance de rien du tout, et que les bons sentiments font les bonnes politiques. Et ça prouve que ces gens-là vraiment haïssent Trump de façon tout à fait pathologique. Et pour moi, ça a toujours été une surprise, parce que Trump, il a tous les défauts de la Terre. Mais enfin, quelque part, c'est un homme, d'abord qui a fait une immense carrière dans les travaux publics et qui a plutôt bien réussi. Ensuite, il a fait une immense, avec quelques accidents comme une ou deux faillites à Atlantic City, mais enfin, celui qui était dans les travaux publics et les promoteurs immobiliers toute sa vie, il y en a peu qui, à un moment ou à un autre, ne boivent pas le bouillon, quoi. Donc ça, c'est parfaitement normal. Puis ensuite, il a fait une émission de télévision qui a été, je crois, pendant 7 ans de suite, toutes les semaines, l'émission la plus regardée aux États-Unis, une semaine près, où il n'a pas été deuxième. Et ensuite, qui se lance dans la politique et qui est élu la première fois président des États-Unis sans en avoir jamais fait. Donc, quelque part, cet homme a déjà fait 3 vies qui auraient suffi à remplir la vie d'un autre homme, quoi. Comme on dit en anglais, he's larger than life, c'est-à-dire qu'il est plus grand, il déborde de tous les côtés tellement il est vivant, quoi. Alors, un peu comme un personnage comme Alexandre Dumas ou quelque chose comme ça qui était. Et donc, je me dis, mais pourquoi le haït-il à ce point-là? Pourquoi s'acharne-t-il sur lui? Et j'ai bien réfléchi, et j'ai toujours pas compris. Oui, c'est tout à fait étonnant de voir une personne qui, dans le fond, était plutôt bon père, bon de mari, il a eu 2 mariages, bon, mais s'occupe bien de ses enfants, a fait une famille normale, a connu des succès professionnels très importants. Pourquoi le haït-il? Et je sais pas trop. La seule explication, c'est que quelque part, il montre ce que peut accomplir un homme tout seul, qui a de la volonté et des idées. Et je crois que c'est ça le vrai, c'est-à-dire qu'il les met tous en face de leur immense médiocrité, parce qu'ils chassent toujours en meute. Si vous voulez, ils sont toujours les journalistes en particulier, ils se mettent à 200 pour liquider un lion, quoi. C'est peut-être pas tant contre lui, mais plus contre ce qu'il représente, c'est-à-dire une Amérique patriotique et qui en plus a réussi politiquement. C'est-à-dire que c'est pas un loser. D'abord, c'est pas un loser, et puis il avait plus ou moins rétabli la paix au Moyen-Orient. Vous savez, c'était comme OSS 117. On lui disait, allez, va rétablir la paix au Moyen-Orient. Il partait au Caire, et puis c'était important. Bref. Donc lui, il a réussi à rétablir la paix au Moyen-Orient. Il y a toute une série de pays arabes qui ont signé des accords de paix avec Israël, ce qui, dans la théologie musulmane, est complètement interdit. On peut signer des trêves, mais on ne peut pas signer un accord de paix. Donc il a fait ça. Bon, il s'est payé la Chine qui jouait pas selon les règles du jeu. Je sais pas. Mettons, par rapport aux autres présidents des États-Unis, il a essayé de sortir les États-Unis des guerres dans lesquelles les autres présidents, Bush et Obama, et surtout Obama, avaient mis les États-Unis. Donc je me dis, mais c'est quand même curieux. Il a plutôt réussi 2 ou 3 trucs. L'économie américaine, quand il est parti, allait bien. Bon, il a eu ce coup de patte pour du Covid.
Mais quand même, déclencher des torrents de haine comme ça, c'est quelque chose que j'avais jamais vu. Par exemple, d'après tous les sondages, d'après toutes les études officielles, 95% des émissions des grands réseaux de télévision aux États-Unis, quand ils parlaient de Trump, étaient négatifs. Mhm. C'était pas du 51-49, c'était du 95-5. Mhm. Donc vous dites, mais les journalistes étaient tous à charge contre Trump sans arrêt. Et le moindre petit détail contre lui, il fallait en faire un article, là où c'était pas forcément vrai envers les personnalités démocrates, et en premier lieu, le président Biden, actuel. par exemple, Trump glisse en montant sur l'escalier de Air Force One, de l'avion du président américain. Ouais. Et on a eu, ça y est, il devient gâteux, il tient plus debout, etc. Biden s'est cassé la gueule 2 ou 3 fois dans le même escalier. Et personne n'en a parlé sur les. Donc, c'est vraiment 2 poids 2 mesures. Et donc, c'est probablement un signe qu'il y a une moitié de la population américaine, je dirais la moitié qui représente ceux qui sont sur les côtes, la côte atlantique et la côte pacifique, un petit peu sur les grands lacs, qui représentent dans le fond la nouvelle économie américaine, qui sont tous démocrates là-haut, et puis le reste du pays qui est profondément républicain. Je crois Trump a gagné quelque chose comme 70 ou 75% des counties. Mhm. Ouais. Mais les counties qui a gagné l'autre, il y avait beaucoup plus de gens qui habitaient dedans. Donc, en quelque sorte, Trump a gagné les grandes villes, et l'autre a gagné tout le reste. Et donc, ça veut dire que la société américaine est en train de se scinder en 2 groupes profondément hostiles l'un à l'autre, qui se détestent, mais de façon... Ce qui est inquiétant, parce que ça veut dire que la volonté de vivre ensemble des Américains n'existe plus. C'est-à-dire que, si j'étais très pessimiste, que je ne suis pas, je dirais que les conditions d'une guerre civile aux États-Unis sont en train de naître. Mais cette fois-ci, pas tellement entre nord et sud, mais plus entre les grandes villes et les campagnes. Oui, c'est entre ceux qui vivent comme des Américains et ceux qui voudraient vivre comme des Européens, quoi. C'est-à-dire, les Américains, vous savez, vous avez une espèce de maison blanche dans un faubourg quelque part, avec un drapeau américain devant, les enfants qui ont des vélos dans la rue parce qu'il n'y a aucun danger. Bon, ça, c'est l'Amérique de Trump. Puis vous avez l'Amérique de New York, de Los Angeles, etc., qui est complètement différente, qui est des sociétés urbaines un peu dangereuses, où il y a beaucoup de criminalité. Et ça, c'est le monde des démocrates. Et les deux, qui se supportaient, maintenant se détestent à un point extraordinaire. Donc, je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais c'est pas une bonne nouvelle quand 2 parties de la population se détestent, et quand la partie qui est au pouvoir dit à la partie qui n'est pas au pouvoir que ce sont des gros crétins et des bouseux, quoi. Ouais. Et qu'ils élisent des gens des bouseux. Vous savez, je reviens toujours aux Grecs qui avaient inventé la notion de logos. Le logos, si vous contrôliez le logos, vous contrôliez le pouvoir politique, hein, disaient les Grecs anciens. Et à ceux qui... il y avait le logos, c'était les gens intelligents, enfin les démocrates, mettons, enfin, c'est ce qui se présente eux, des types éduqués qui ont fait des bonnes études. Donc eux, ils veulent contrôler le logos, c'est-à-dire la façon dont le peuple parle. Et le peuple, pour les gens du haut, là, ils se les appelaient les idiotes. C'est-à-dire que pour les gens, ça fait 2500 ans, que les gens intelligents en haut qui veulent le bien du peuple appellent le peuple des idiots. Et donc, Trump était l'élu des idiots. C'est ça. Et du coup, il déclenchait des torrents de haine parce qu'il ne parlait pas comme ceux qui ont le pouvoir. Il parlait comme les idiots. Donc je crois que chaque fois que Trump ouvrait la bouche, pour parler de la patrie, pour parler de la famille, tout ça, les autres, ça leur donnait de l'urticaire, quoi. Ils éructaient de rage. Je sais pas pourquoi, mais pour moi, c'est un grand mystère. Alors, aujourd'hui, on est le 6 mai au moment où on tourne cette émission, et hier, certains commémoraient le bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte. Qu'est-ce qu'il vous inspire, vous ? Alors là, je vais vous faire une réponse. Quand j'étais jeune, enfin, oui, je devais avoir dans les 25 ans,
j'ai lu les mémoires d'un très grand pianiste qui s'appelait, je me souviens plus de son nom, mais c'était un des très grands virtuoses des années 1930 à 1960. Et un jour, il y a une dame qui est venue le voir, qui lui avait commandé un concert, et en lui disant « Maître, je n'aime pas du tout Beethoven. » Et ce à quoi le pianiste avait répondu « Mais madame, ça n'a aucune importance. » Ce que je veux dire, c'est que ce qu'on pense de Napoléon, ça n'a aucune importance, si vous voulez. Je veux bien dire ce que j'en pense, mais comparé à la taille du personnage, au rôle historique qu'il a eu, l'espèce de suivi, etc., qu'est-ce que vous voulez que je dise d'intelligent sur Napoléon? Bon, voilà, bon, c'était certainement un très bon général. Il a inventé des trucs dans la stratégie militaire qui étaient intelligentes. La bataille d'Austerlitz est encore enseignée dans tous les manuels parce qu'il a pris les Autrichiens à revers, les Autrichiens l'attendaient là, ils sont arrivés dans le dos. Donc c'était bon, il a fait des choses comme le code civil, très bien, mais en même temps il a doté la France d'un droit administratif qui fait qu'à la place d'avoir un état de droit en France, comme la plupart des autres pays européens, nous avons un droit de l'État, ce qui fait que les citoyens ne sont pas égaux les uns avec les autres. Je ne sais pas quoi vous dire, moi. Mais ce que je pense de Napoléon, honnêtement, ça n'a pas beaucoup d'importance. D'accord. Hier, du coup, le président Macron aussi participait à cette commémoration. Il a fait un petit discours, j'ai pas tout suivi. Ce qu'il pense lui, c'est encore moins d'importance que ce que je pense moi. Je tiens à le dire parce que je savais même pas qu'il pensait, le pauvre garçon. Mais allez-y, posez votre question. Mais en fait, là, j'ai décelé, bon, comme à l'accoutumée, hein, du bon gros en même temps, comme il aime, parce que là, pour le coup, il faisait plutôt l'éloge de l'histoire, de la continuité historique, du legs historico-culturel de la France, alors que une semaine avant, il répondait à la chaîne américaine CBS en disant qu'il fallait déconstruire notre histoire. Donc, quelle lecture vous faites encore de ce en même temps? Ben, je crois, vous savez, il m'arrive de citer la Bible, les évangiles, et le Christ, à un moment, dit à ses apôtres que votre oui soit un oui, que votre non soit un non, tout le reste vient du malin, c'est-à-dire du diable. Eh bien, je crois que M. Macron n'a pas la moindre idée de ce que oui veut dire, de ce que non veut dire, et comme il n'a pas la moindre idée de la façon dont une décision doit être atteinte, et que comme disait, je crois que c'était Montaigne, c'est prendre une décision, c'est comme de chier dans un pot pour se le mettre sur la tête, il n'y a rien de plus difficile. Il botte en touche tout le temps pour essayer de ne pas prendre de décision. Mmh. Et ce faisant, il se couvre de ridicule. Parce que le rôle du roi, puisque la constitution de la 5e est une constitution monarchique, où on élit un roi, c'est d'être foudroyé s'il se trompe. Mais pour qu'il se trompe, encore faut-il qu'il prenne une décision. Ouais. Donc là, si vous voulez, on va, j'imagine qu'aux élections prochaines, on va foudroyer un non-être. Quelqu'un qui n'existe pas, qui n'a pas de pensée autonome. Je pense qu'il a un sang vert. Il a un sang qui n'est pas de la couleur de tout le monde. C'est le seul roi de France, je crois, qui n'ait pas aimé son pays. Ouais, vous le rappelez à chacune de ses émissions, mais je pense que c'est peut-être Il n'aime nécessaire. pas son pays, c'est extraordinaire. La France, si vous voulez, c'est une histoire de fou, mais il y a vraiment quelque chose en France qui fait qu'on peut tomber amoureux de ce pays, comme toute une série d'étrangers l'ont été. Lui, je crois qu'il est tombé définitivement amoureux de lui-même et qu'il il s'en remet pas d'être aussi bien. Alors ensuite, rien à voir. D'ailleurs, c'est même pas vraiment une question d'actualité, mais c'est une question vis-à-vis
du rôle de l'entrepreneur et de la prise de risque, parce que je repensais à ça la semaine dernière. Comme tout bon enfant occidental, quand j'étais petit, je lisais parfois Picsou Magazine. Et Picsou, donc c'est... Qui nageait dans ses lasses de billets, là, qui plongeait dans sa piscine. Exactement, dans son énorme coffre. Donc, à chaque fois, on décrivait sa richesse comme, avec des chiffres qui n'existent même pas pour montrer à quel point il était riche. Et à la fois, je me disais, c'est bizarre parce que souvent, dans le rôle de l'entrepreneur, dans l'histoire, dans le réel, l'entrepreneur prend des risques et Picsou, lui, au contraire, à chaque fois, il vérifie le moindre centime qui doit pas partir n'importe où, il vérifie tout, il veut être sûr et vraiment, il prend pas de risques. Donc, est-ce que c'est pas un peu contradictoire, ça ? La première des choses qu'il faut dire sur l'entrepreneur, c'est qu'il y en a à peu près 80% qui se cassent la gueule, qui n'arrivent jamais à rien, qui repartent d'un rêve à un autre et n'y arrivent jamais. Prenez un homme comme Steve Jobs, qui a quand même été un des hommes qui a le plus réussi. Ce qu'il y a d'extraordinaire avec Steve Jobs, qui était le gars qui a créé Apple, hein. Donc c'est pas rien. C'est le nombre de fois où il s'est cassé la gueule, où il a échoué. Il a été viré d'Apple, puis il a été créé les studios de dessins animés qui maintenant sont un immense succès à Hollywood. Ouais, Pixar. Puis Apple l'a rappelé, il a redéveloppé Apple, puis il s'est répété la gueule avec autre chose. Donc, ce qu'il y avait d'étonnant chez Steve Jobs, c'est sa capacité à créer un truc, à le planter, à aller créer autre chose qui marchait, à revenir dans le truc qu'il avait planté. Donc, ce qu'il y a d'étonnant chez l'entrepreneur, c'est sa capacité à se ramasser et à recommencer. Donc, il recommence. Et dans le fond, l'entrepreneur, en fin de vie, à mon avis, il doit se dire j'ai échoué parce que celui qui a réussi, parce que j'ai beaucoup trop de pognon, j'ai pas réussi à tout perdre. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un peu un joueur, quoi. C'est le type, c'est un joueur compulsif. Donc, il s'amuse à essayer de créer des choses si ça marche. Bon. Et puisque je parle des évangiles, je vais en reparler, tiens. C'est exactement présent dans les évangiles. Vous remarquerez que dans les évangiles, tous ceux qui prennent des risques, qui font des bêtises, le fils prodigue, qui demande sa part d'héritage et qui va la bouffer avec des femmes de mauvaise vie dans un autre pays, la femme adultère, la prostituée, tous les gens qui prennent des risques dans les évangiles sont toujours pardonnés. Toujours. Alors que le rentier, le Picsou, qui a eu des très bonnes récoltes et qui se dit je vais me bâtir des greniers plus grands dans lesquels je mettrai ces récoltes et comme ça je vivrai tranquille jusqu'à la fin de mes jours sans me faire de soucis. Donc le Picsou, le vrai, lui il va direct en enfer. Celui-là parce que Dieu lui reprendra sa vie ce soir même. Donc si vous voulez, je crois que ce que c'est nous dire les évangiles, c'est que celui qui vit toute sa vie sans jamais prendre un risque, il est en enfer. Il n'y a rien de plus marrant que de mettre sa vie en jeu et de se casser la figure. Et de recommencer. Et de se recasser la figure. Et de se recommencer. Il n'y a de beauté que dans l'effort. La beauté, c'est pas dans la réussite. C'est dans la prise de risque. Si vous vous amusez pas, faites autre chose. Mais surtout, ne restez pas là où vous êtes. La vie est trop courte, comme on disait, je sais plus, c'était la chanson de Mouloudji où il disait nous aurons toute la vie pour nous amuser, nous aurons toute la mort pour nous reposer. Il y a des gens qui vivent toute leur vie et ils sont déjà morts. C'est les rentiers. C'est un excellent conseil, je pense. Alors, beaucoup moins gai. Hier, un policier, dans le cadre d'une interpellation de police par rapport à un trafic de drogue, démantèlement d'un trafic de drogue, a été tué à Avignon. Un de plus. Un de plus. On a sur la chaîne de l'Institut des Libertés une émission qui s'appelle « La police ne peut plus rien pour vous ». Avec Boris Cignolet, oui. Mais là, j'ai envie de dire, l'État peut-il faire quelque chose pour la police ? Vous avez deux événements qui sont tout proches l'un de l'autre. Vous avez cette pétition faite par des officiers
et des officiers généraux qui, littéralement, sont en train d'appeler à l'aide, si j'ose dire, pour leurs camarades policiers. Parce que ce que disent ces généraux et ces officiers généraux, c'est les policiers n'ont pas le soutien pour tenir un certain nombre d'endroits dans les banlieues, etc. Donc nous savons, puisqu'on a fait des études historiques, etc., que les prochains qui vont devoir intervenir dans ces banlieues, c'est nous. C'est l'armée. Donc, je peux vous annoncer un truc, et je crains absolument pas de me tromper, c'est que si on continue à canarder les flics et à les tuer, l'étape prochaine, c'est la bataille d'Alger. Vous savez, quand Massu avait repris la Casbah et avait nettoyé maison par maison pour enlever les armes, etc. Bon, ça avait été difficile, hein, c'était... Et donc, encore une fois, vous rentrez dans le domaine régalien. Comme la police est massacrée, elle est massacrée parce que la justice ne fait pas son travail, comme on l'a vu avec l'histoire de l'assassin de Madame Halimi. Bon, celui-là, il va sortir d'ici 2 ou 3 ans parce qu'il sera déclaré comme normal, et il pourra tuer un autre juif la semaine d'après s'il faut. Et de l'autre côté, vous avez l'armée est chargée de protéger contre le danger d'une invasion extérieure, contre l'ennemi extérieur. Et à l'intérieur, vous avez 2 corps qui doivent protéger le citoyen, c'est l'armée, c'est la police et c'est la justice. Mais la justice a décidé, pour des raisons idéologiques, que celui qu'il fallait protéger, c'était pas le citoyen, c'était le criminel. Cet homme qui s'est fait assassiner à Avignon, et comme vous le savez, j'ai une maison à Avignon, donc j'y suis très sensible, je vois très bien où ça s'est passé, n'est que le signe d'un abandon par l'État de ses prérogatives régaliennes. Ce que me dit justement Maurice Signolet, qui fait ses émissions sur la police, c'est que quelque part, maintenant, il considère la police comme une bande rivale. C'est-à-dire, ça n'est pas l'expression de l'État, c'est quelqu'un qui vient pour les empêcher de faire leur trafic et n'importe quoi. Donc, c'est un émiettement total. Quand j'étais gamin, si vous voyez quelqu'un qui avait un uniforme bleu et tout, moi j'étais étudiant, vous savez, quand je jouais au rugby à Toulouse, on montait à 15 dans ma 4 chevaux, c'était pas facile, hein, mais enfin, vous savez, on se mettait partout sur les... Donc on allait place du Capitole, parce que c'est là qu'on allait, quoi. Toujours. Et puis il y avait un flic qui venait nous voir en disant, bon, rentrez vous coucher. Et donc il y avait un flic qui disait à 15 gamins, allez, allez vous coucher. On disait, oh, on y va, puis on allait se coucher. Tandis que maintenant, j'imagine qu'on peut-être les mêmes gamins leur envoient des cailloux. Ouais. Donc il y a une espèce de... La police était bon enfant, et on faisait ce qu'on appelait des monômes, c'est-à-dire que on se mettait en file, on poussait des cris, on était très contents. C'était pas très malin, mais enfin, on faisait de mal à personne. Mais il y avait une façon gentille de... Les rapports avec la police, c'était jamais haineux, tandis que là, vous avez une haine de la police qui est portée par des gens qui sont dans notre pays, qui sont des citoyens français et qui ne respectent pas l'État français. C'est beaucoup plus important que n'importe quoi d'autre, et c'est le dernier sujet que nos hommes politiques veulent traiter. Parce qu'il est douloureux à traiter. Vous savez ce que disait De Gaulle ? Il disait, en politique, c'est pas difficile de choisir entre une bonne et une mauvaise solution. Ce qui est très difficile, c'est de choisir entre 2 mauvaises solutions. Quelles sont les 2 mauvaises solutions ? Ou vous continuez à laisser faire ces bandes dans les banlieues, et ça va gagner comme la lèpre, ou vous leur rentrez dedans et vous les cassez. Mais il n'y a pas une solution moyenne. Il y a un moment où il va falloir que la force de l'État s'impose à ces gamins. Autre sujet, dernier sujet d'ailleurs. Enfin,
Le président de la République a annoncé que la vaccination sans rendez-vous serait ouverte. Apparemment, c'est pour le 12 mai. Ça aura mis vachement longtemps depuis le début de la stratégie de vaccination qui date quand même depuis décembre. Comment vous expliquez, vous, cette lenteur? Ah ben, je peux vous raconter. Il y a quelqu'un dans ce bureau qui est venu me voir, aujourd'hui d'ailleurs, qui était mort de rire. Enfin, parler quoi. Mort de rire. Il est allé se faire vacciner hier. Bon, il a 45 ans, 50 ans, en pleine santé, pas un drame de graisse en trop, sportif, tout ce que vous pouvez imaginer, bon, très bien. Il m'a dit, ah, ça s'est passé comme ça. Je suis rentré, il y avait 3 secrétaires qui prenaient vos noms, vos prénoms, votre adresse, votre numéro de téléphone, etc. Et parfois, il fallait passer devant une pour donner la même information à la deuxième. Puis ensuite, vous alliez voir le docteur, qui était là, qui était prêt à vous faire le... Et qui vous donniez votre nom, votre numéro de téléphone, etc. Et il est rentré à chaque fois dans l'ordinateur. Donc, si vous voulez, je ne sais pas où il était branché, cet ordinateur, ça allait probablement directement dans une poubelle, mais enfin, je ne sais pas. Mais ils rentraient tous avec frénésie. Donc, et puis donc le docteur, après lui avoir posé des tas de questions, mais de l'ordre de 10 ou 15 secondes, hein, comment vous allez, est-ce que vous êtes en bonne forme, est-ce que vous avez des... Bon, il a fait son shot qui a pris exactement 10 secondes. Mais le processus a pris 15 minutes. Je vous signale qu'aux États-Unis, par exemple, où ils vaccinent aussi, vous avez des endroits où vous passez en voiture, vous ouvrez la fenêtre de votre voiture, vous passez le bras, clac, clac, et vous repartez. Donc, s'il vous faut 4 personnes et 15 minutes pour vacciner un gars, alors que normalement, 4 personnes auraient dû vacciner un gars, je veux dire 4 gars en 3 minutes, c'est la fameuse efficacité du service public. Oui, le côté lenteur bureaucratique. Lenteur bureaucratique, mais personne ne sait exactement pourquoi, parce que personne n'a pris la décision. C'est probablement un premier gars qui a dit, bon, on va mettre un gars. Le deuxième a dit, un gars, c'est pas assez, il me faut 2 pour si jamais ça marche pas. Puis le troisième a dit, non, on va en mettre 3, parce que comme ça, c'est le principe des précautions. Et le quatrième a dit, mais il faut qu'il y ait un médecin, donc on a mis un médecin. Et donc, vous vous retrouvez avec 4 gars, des fiches informatiques partout, et une chatte, il retrouvait pas ses petits, quoi. Donc, vous vous dites, mais ils sont complètement cinglés. C'est-à-dire qu'ils ne savent plus être simples. Moi, quand j'ai passé mon service militaire, on nous faisait une piqûre, au moment où on arrivait tous, qui s'appelait le TABDT, ou un nom comme ça, c'était, vous savez, typhoïde, je sais pas, il y avait 4 trucs à la fois. Et le sida n'existait pas. Donc on se mettait en ligne comme ça. Bon, on était en caleçon, on baissait le caleçon, paf, un coup dans la fesse, mais c'était avec la même... on changeait pas l'aiguille. Hein. Vous aviez qu'à 10 ou 15 de nuit, je Et puis on nous disait, et vous bouffez pas, parce que sinon vous allez être malade. Et donc tous mes petits copains avec qui j'ai le service militaire, ils ont tous bouffé comme des cochons, des sandwichs au pâté et tout. J'aurais dit, mais bouffez pas, vous vous rendez pas compte, vous allez être malade. Et le seul qui était malade comme un chien, c'était moi qui n'avais rien bouffé. Quoi. Les autres, ils pétaient la forme. Donc, si vous voulez, il y a un côté mais grotesque de précautions qui n'ont rien à voir avec la santé et tout à voir avec une administration devenue folle. Quoi. C'est ce que vous voulez que je vous dise. C'est ce que j'ai lu. J'ai lu un papier d'un gars qui disait, dans le fond, on est dans une période où les gens ont tellement peur d'être malades qu'ils en oublient de vivre. Et je crois que c'est ça. Ça veut rien dire tout ça. C'est complètement idiot. Mais foutez bien la paix aux gens. Ça fait des 50, 60 ans que tous les diabétiques se piquent tous les jours eux-mêmes et personne ne leur demande jamais rien. Pourquoi m'en pas filer une aiguille, un truc, et pan, je me le fais moi-même. Quoi. Ils auraient dû distribuer des seringues. Donc, il faut vivre. On rebondit un petit, on revient un petit peu sur ce qu'on disait sur il faut pas se laisser voler sa vie. Vous n'en aurez qu'une. Enfin, il y en a un qui a survécu, mais enfin c'était il y a longtemps. Et c'était il y a 2000 ans, et puis on en discute encore. Donc,
Donc oui, il ne faut pas se laisser voler sa vie par des gens qui ont comme objectif premier de vous faire braire. Bon, et ben je crois qu'on a terminé avec cette émission. Eh ben, merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner, parce que là on est quasiment aux 100 000, on y sera probablement quand ce sera publié à mon avis. Donc voilà, abonnez-vous, regardez le reste des vidéos, et je vous dis à une prochaine. À une prochaine. Et n'oubliez pas, même si c'est difficile en ce moment, de rigoler. Il faut essayer de rire parce que la vie est trop sérieuse pour ne pas rire de temps en temps. Si vous laissez faire notre Premier ministre, vous mourrez en bonne santé, mais très jeune et d'ennui. N'oubliez pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup.